bonsoir. Lorsque Madame Samba Baldé, Mariama Samba Baldé, m'a demandé de modérer ce panel, je vous avoue que je n'avais pas mesuré l'ampleur de la tâche. Parce que devant ce parterre aussi brillant, le petit homme de culture, peut-être, l'architecte que je suis, va certainement avoir du mal. Mais puisque le bissap est tiré, il faut le boire. Alors buvons-le. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Bonjour à ce public qui est là pour nous écouter et qui va certainement participer. Notre mot de bienvenue à la famille de l'illustre auteur. Je parle de cher Hamidou Kane. Il n'est pas présent parmi nous, mais naturellement, son esprit et sa lettre vont nous servir de fontaine pour nous abreuver et nous désaltérer. Je voudrais remercier aussi les conférenciers qui sont derrière moi. Ce panel qui est là a de grands professeurs de littérature, des sommités de l'université Cheikh Anta Diop. Je veux parler de M. Abdoulaye Kane, qui a été mon ministre de la Culture, et nous nous souvenons encore de son passage. Aujourd'hui, tout le monde de la culture le regrette naturellement. Il a eu un passage étincelant à travers lequel nous nous reconnaissons. Je veux parler du professeur Amedouli. Naturellement, c'est plus qu'un homme de savoir, c'est un laboratoire, parce qu'à travers le monde, aujourd'hui, Amedouli divulgue sa pensée, ses écrits. C'est un docteur en littérature, mais aussi c'est un docteur en pensée. À côté de M. Amedouli, Madame Koudi Kane, qui est doctoresse aussi en lettres modernes, en littérature africaine, et qui est connue pour son combat pour la littérature africaine, je pense que c'est cela, madame, d'expression française. Nous avons aussi entendu parler de votre combat pour les femmes, soyez là, bienvenue. Je veux parler surtout de ma consoeur, Mariama, qui aujourd'hui est l'organisatrice de ce débat, bien sûr, mais qui sera la principale muse aussi de ce rendez-vous. Et enfin, je veux présenter ma consoeur, qui est non moins artiste plasticienne que enseignante. Parce qu'elle fait du pinceau une lettre. Elle fait de sa toile une page d'écriture. Bienvenue donc à toi, Germaine Antagaï. Mon mot de remerciement doit aller aussi à notre hôte qui est M. Abdoulaye Diallo. M. Abdoulaye Diallo est dans ce lieu depuis 25 ans, c'est important. Et il garantit la santé de la littérature. Malgré les vents mauvais, comme disait le poète, malheureusement, nous autres hommes de culture, nous passons de mauvaises saisons. Et cette maison tient. Et puisqu'elle tient, nous tenons. Nous l'en remercions. Je ne devrais pas non plus oublier nos financiers, nos économistes, nos argentiers. Je veux parler de M. Amadou Kane, président du conseil d'administration de la Fondation NCA.
monsieur, soyez le bienvenu. Et bienvenue dans ce milieu de culture. Parce que vous savez qu'entre l'économie et la culture, ce sont naturellement des inséparables. Et l'économie, la culture a besoin de l'économie autant que l'économie de la culture. Nous vous remercions d'être là. Cette rencontre donc entre ce grand écrivain qui est Cheikh Hamidou Kane, dont le CV se passe de lecture, on n'a pas besoin de prononcer son CV, tant il dépasse les frontières du commun. Rencontre, je répète, entre lui et une dame, Mariama Samba Baldé. Docteur en littérature française, réalisatrice, photographe, voilà. Écrivain, mais surtout admiratrice et disciple de cet aîné, de cette confluence, je dirais, de l'intellect, né chez Mariama, une admiration pour le sage de Dialobé et pour son œuvre gigantesque qui constitue un trésor d'innovation dans la sémiotique littéraire. Mariama Baldé, à l'instar des chasseurs de primes, dans les vastes prairies de la littérature, et en particulier la littérature de Cheikh Hamidou Kane, il chasse. C'est une chasseuse. Elle chasse les mots, elle chasse les éclats de l'esprit, qui ouvrent la voie aux grandes autoroutes de la pensée. Voilà ce que vous appelez. Elle nous propose dans ce recueil de paroles lumineuses, tissées sous forme de conversation pudique, entre un père et sa fille, ou alors entre deux écrivains, deux grands écrivains. Peut-être l'une a encore du chemin, l'autre est arrivé, mais deux écrivains. Et quel écrivain? Deux écrivains en appétence pour les mets de l'esprit, c'est vrai, ou encore, alors là, je vais le dire, entre Samba Diallo et Samba Baldé. Tous deux à la recherche de mots utiles à l'accomplissement de l'humain, afin d'y découvrir, comme elle le souligne, l'inoubliable étincelle de l'être. Autour de ce livre culte, l'aventure ambiguë, bien sûr, silo à grains de savoir où féconde les nombreux messages destinés aux hommes, Mariama y extrait cette hypothèse: l'art de vaincre sans avoir raison, à l'ère de la post-vérité. Et nous le proposons en guise de terme de réflexion. Peut-on avoir raison dans un monde où la raison elle-même est contestée? Voilà un débat. Voilà autant de questions qui peuvent être adressées aux philosophes, à la plasticienne, aux hommes de lettres et de culture, nonobstant le fait que le public, nous comptons sur vous, aura lui aussi sa part de vérité et sa part d'avis sur les voies de réponse que ce recueil d'interviews nous suggère. Mais avant cela, je vous avais promis de revenir à mes illustres conférenciers, M. Liban Kane, Mme Germaine, Anta Gaye, bien sûr Samba Diallo, Samba Baldé, professeur Abdouli et Mme Koudi Kane. Mariama, dans l'annonce de l'interview qu'elle va nous dédicacer tout à l'heure, demande à Cheikh Hamidou Kane quel métier il aurait souhaité exercer. Et ce dernier de lui répondre sans embâche, sans détour:
Il lui dit, l'enseignement. L'enseignement. Quel noble métier. Et quels nobles gens derrière nous. Des enseignants, tout simplement. Ceux qui ont fait le Sénégal, qui feront le Sénégal et qui continuent à faire le Sénégal. Mesdames et messieurs, ce débat va être passionnant. Il sera passionnant par vous et par ceux qui le proposent. Je commencerai par remercier de tout cœur Cheikh Hamidou Kane, qui m'a offert plusieurs jours d'entretien que je livre dans cet ouvrage. Je remercie M. Amadou Kane ainsi que la Fondation NCA qui a soutenu la publication de ce livre. C'est toujours magnifique quand des partenaires africains soutiennent la production d'œuvres africaines et la transmission du savoir dans le continent. Je remercie la famille de Cheikh Hamidou Kane, ici présente. Je remercie Monsieur Diallo, directeur de l'Harmattan, qui produit du savoir et nous reçoit dans cet espace. Je remercie bien évidemment les membres de ce panel. Je commence par les dames, Madame Germaine Antagaï, Madame Koudi Kane et Monsieur Abdoulaye Eliman Kane, Monsieur Amadouli, des personnes pour qui j'ai un immense respect. Je remercie l'architecte et le cinéaste, Monsieur Nicolas Sawalo Cissé, dont j'admire le travail. Donc, comme vous l'avez compris, il sera le modérateur de cette rencontre. Mais je vais commencer par le gronder parce qu'il m'a qualifié d'écrivain et c'est un titre que je n'ose pas porter devant mes professeurs. Je pense que ce n'est pas parce que j'ai publié quelques petits ouvrages que je mérite ce qualificatif. Il me faudra encore beaucoup travailler et bien travailler avant de prétendre avoir droit à ce titre ou à ce qualificatif. Donc, je remercie aussi l'assistance, toutes les personnes présentes. Je vois Monsieur Boubacar Bari, je vois Monsieur Abdoulaye Bateli, Monsieur Dia, Monsieur Pakoula, Madame Tal. Enfin, je remercie tout ce beau monde qui me fait me sentir en famille et très bien entourée. Donc, pour lancer ce débat sur un thème qui reprend une expression figurant dans l'aventure ambiguë, vaincre sans avoir raison, je trouverais naturel de commencer par donner la parole à Cheikh Hamidou Kane lui-même, parole extraite des entretiens que nous avons eus. Donc, ce sera à lui d'introduire le sujet. Je ne pense pas que la raison du plus fort est la meilleure. Elle ne pense pas que la culture occidentale est meilleure que la culture dialobée. Lui aussi, il a vu que cette culture occidentale s'est dotée des moyens et des outils et des armes qui lui permettent de s'imposer. Elle a pensé que pour autant, elle n'avait pas raison de sortir de son territoire, d'agresser des gens, des peuples qui ne lui ont rien fait, de les assujettir à sa loi, de les exploiter, de les travailler pour sa prospérité. Elle ne comprenait pas qu'on utilise la force matérielle pour commettre des injustices, pour priver de liberté des gens qui ne nous ont rien fait. Alors, il a voulu que son petit-fils, son cousin, aille apprendre le secret. Mais, dans son esprit, mais aussi plus tard dans l'esprit du père de Samba Diallo, c'est dans l'intention que c'est dans la compréhension qu'on peut
apprendre à maîtriser le monde, à maîtriser la matière, à construire des demeures qui résistent au temps, à soigner les corps. Tout ceci peut être concilié avec la sauvegarde de Dieu à l'intérieur des demeures, avec la sauvegarde de la justice à l'intérieur de la société, avec un partage équitable du patrimoine du monde, avec un partage équitable de la planète, avec un partage équitable de la terre. La Grande Royale. Oui, c'est un petit extrait, comme je vous disais, un petit extrait du livre d'entretien. C'est avec beaucoup d'émotion que je redécouvre ces images que j'avais filmées il y a de cela quelques années. Mais je tenais absolument à ce que ça soit la voix de Cheikh Hamidou Kane qui ouvre cette rencontre, cet échange que nous allons avoir. Voilà, je pense que la parole peut être donnée à Madame Koudi Kane. On va commencer par les dames. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans ce moment de rencontre, je voudrais d'abord saluer et remercier la présence belle de deux hommes ici présents. Mon oncle, professeur Abdoulaye Eliman Kane, un homme d'une puissance littéraire, un homme d'une puissance philosophique, et vous dire que si je suis là aujourd'hui, c'est en partie grâce à mon professeur, un homme d'une rigueur, un homme d'une scientificité, je veux nommer professeur Amadou Ly. Merci professeur, merci à vous et merci cher oncle. Je veux aussi dire combien je suis heureuse d'être à côté d'une grande dame, artiste plasticienne, Madame Germaine Antagay, dont les œuvres m'installent dans la belle créativité. Merci à vous les participants d'être là avec nous. Je salue la présence d'éminents écrivains, dont Madame Maria Mandoy, tous les écrivains en tout cas qui sont là présents, et le cher Fadel Dia, dont les œuvres aussi continuent à nous émerveiller, les éminents professeurs d'université ici présents. Je voudrais, par une démarche d'ouverture aussi, axer mon propos sur le travail scientifique, littéraire de Madame Mariama Samba Baldé, que je remercie infiniment d'avoir bien voulu nous associer à cette rencontre. Pour parler du livre de Madame Mariama Samba Baldé, intitulé Cheikh Hamidou Kane, l'inoubliable étincelle de l'être, notons qu'elle se fixe pour objectif de produire le portrait philosophique d'un grand classique. Comme l'indique la 4e de couverture, elle vise une contagion bénéfique à travers des portraits consacrés à des figures dignes d'inspirer la marche du monde. C'est dans ce cadre qu'elle inscrit ce livre, la publication, conçue sous forme d'entretien avec l'auteur de l'aventure ambiguë et des gardiens du temple. La démarche de Madame Mariama Samba Baldé est assez innovante, d'autant plus qu'elle se consacre dans ce livre à faire parler le patriarche Cheikh Hamidou Kane et le pousser à se dévoiler. Elle compose son sommaire à partir de l'image des 5 doigts de la main gauche, si je ne me trompe, de Cheikh Hamidou Kane, ce qui me paraît original. La symbolique des doigts, vu l'empreinte qu'il laisse, est importante et paraît sans limite, puisqu'elle nous plonge dans l'imaginaire du livre de Mariama Samba Baldé, qui a pour objectif de tisser le parcours et le vécu d'un homme qu'elle résume en 3 mots: travail, persévérance et audace. À ces 3 caractéristiques, Cheikh Hamidou Kane n'hésite pas d'ajouter la confiance en soi. Cette confiance en soi dont parle Cheikh Hamidou Kane est une expression de son enracinement
dans les valeurs de notre Pulago, Pullo Hulata, Dogata, et il l'a démontré face à l'administration coloniale qui le méprisait et voulait orienter ses études. Le secret de sa résilience tient de cet enracinement culturel. Ce portrait, qu'il assimile à son personnage Samba Diallo, il a tendance à dire que Samba Diallo, c'est lui-même, c'est toute cette élite africaine qui a eu à faire face au dilemme de la culture occidentale. Comme ce dernier, Cheikh Hamidou Kane est un être conscient de l'existence de la mort, de la présence du Créateur. Ko juldo, ko dewo Allah, o hula maide. On note une dose de soufisme dans ce propos de Cheikh Hamidou Kane, thème auquel d'ailleurs le professeur Ahmadouli a consacré une étude scientifique qu'il a intitulée Le soufisme dans le dernier chapitre de l'aventure ambiguë. Sa culture, donc, la culture de Cheikh Hamidou Kane, de croyant, de petit-fils de Kadi, ce soufisme traverse tout le roman L'aventure ambiguë et même certains passages des gardiens du temple. Et à la page 23 de l'entretien qu'elle vous a accordé, de l'ouvrage plutôt, il affirme: il y a une certaine intertextualité entre l'aventure ambiguë et le texte coranique. L'aventure ambiguë, considérée comme un grand classique de la littérature africaine, prend là une dimension sacrée et spirituelle. Je cite toujours Cheikh Hamidou Kane: l'homme que le père de Samba Diallo et le maître ambitionnent de faire émerger dans le monde est pétri d'un islam soufi qui a fusionné avec des valeurs africaines telles que le dialogue, le consensus, la tolérance. En 2002, lorsque nous l'avions interviewé, lui posant la question de savoir s'il continuait à écrire, il avait émis le souhait de continuer, mais c'est pour faire le portrait typique de l'homme africain. Cet homme que Cheikh Hamidou Kane cherche à faire émerger est à son image, celle du petit-fils d'Alpha Siré, un Kadi, qui également ambitionnait d'avoir une descendance ancrée dans ses valeurs, ouvert aussi aux valeurs positives d'autres cultures. L'originalité de l'ouvrage de Madame Mariama Samba Baldé réside dans le fait qu'elle comporte des entretiens, des illustrations iconographiques et enfin des discours prononcés par elle-même et par Cheikh Hamidou Kane lors d'une cérémonie célébrant ce dernier. C'est une démarche, comme nous l'avons dit, innovante si on tient compte des travaux menés jusqu'ici sur l'écrivain et son œuvre. Pour réussir le portrait philosophique de Cheikh Hamidou Kane, Madame Mariama Samba Baldé construit sa démarche sur la métaphore du tissage, procédé très explicite d'ailleurs dans son discours tenu au CCF, qui vient aussi illustrer l'originalité de son livre, se dire que cet ouvrage est le résultat d'une fructueuse recherche et d'une capacité d'analyse incontestée. Nous tenons tout particulièrement à féliciter Mariama Samba Baldé d'avoir choisi cette méthode innovante dans son livre. Il ressort de cet entretien avec Cheikh Hamidou Kane que son premier roman, L'aventure ambiguë, est un récit autobiographique qui traite du profond dilemme culturel auquel se trouvent confrontés les Africains. Le personnage principal, Samba Diallo, que ses ascendances désignent comme un chef spirituel de son pays, est amené à s'imprégner de la culture européenne pour affronter des réalités nouvelles. Dans ce roman, Cheikh Hamidou Kane oppose la pensée technique de l'Occident à la pensée de l'islam. Mais au-delà de cette confrontation, c'est finalement le problème de l'existence qui est posé. L'aventure ambiguë exprime autant un discours politique que social, une pensée personnelle, mais aussi un idéal de l'universel. Ce qui fait que les interrogations soulevées dans ce roman restent toujours d'actualité dans ce monde de la modernité où les questions de globalisation, de différences ethniques, d'intégrisme et d'identité, etc.,
ne cesse de tarauder les esprits. Il découle de cet entretien également que Cheikh Hamidou Kane est ancré dans sa tradition. En répondant aux questions de Mme Mariama Samba Baldé, il affirme que les Dialobé pouvaient envoyer leurs enfants à l'école des Blancs après les avoir solidement éduqués dans les foyers ardents et dans les demeures. Ce peuple n'a jamais renoncé à la tradition. De toute façon, n'en a aucun moment ignoré le progrès. Son aïeul Alpha Siré est de cet avis aussi, comme il l'indique dans la réplique d'une des questions de Mariama Samba Baldé à la page 44 du livre. La société traditionnelle aspire à l'évolution. Cependant, comme le constate Salif Ba, le héros des gardiens du temple, ouvrage que vous citez très peu, pourtant Cheikh Hamidou Kane s'en réfère souvent. Pour Salif Ba donc, l'ouverture a ses limites. Pour lui, l'Afrique ne doit prendre de l'Occident que le moindre et le meilleur. Dans ce deuxième roman, le maître des Dialobé trouve que Farba, le griot et l'ami de Salif, a entièrement raison d'aimer manger comme il le fait. Mais il trouve aussi qu'il aurait tort de ne pas goûter à d'autres modes d'alimentation, tant qu'elles ne sont pas illicites, selon la loi de Dieu. Toutefois, la société moderne, issue des indépendances, pour être vraiment porteuse d'avenir, devrait aussi se laisser féconder par l'univers ancien, qui n'est dépourvu ni de sagesse, ni de grandeur. Toujours dans votre entretien, Madame Baldé, avec Cheikh Hamidou Kane, il dit n'exiger de cette rencontre des cultures que le moindre et le meilleur, pas plus. Les Dialobé doivent sans aucun complexe s'approprier et maîtriser la science de l'Occident, de manière à mieux tirer profit de la nature et à vaincre les fléaux qui les minent. Mais ils doivent aussi conserver leurs us et coutumes qui caractérisent positivement leur personnalité. Ce que les Dialobé doivent acquérir est du ressort exclusif de la science et ce qu'ils doivent jalousement conserver est du domaine des valeurs. Pour Cheikh Hamidou Kane donc, la conservation de la culture d'origine est une condition sine qua non pour l'ouverture au dialogue avec les autres cultures. Bref, votre portrait philosophique de ce grand peuple qui offre généreusement le lait de la sagesse dévoile qu'il porte un regard lucide, critique, voire avant-gardiste sur le monde. Il amorce le dialogue en tant que visionnaire, il imagine la résolution des conflits. Pour lui, la tradition, tout comme la culture, ne peut se dissocier de la vie de chaque jour. Elle ne peut en être extraite. Elle exprime l'homme négro-africain, le héros Dialobé tout entier, tel qu'il est au fond de lui-même, même si parfois, du fait de son contact avec l'Occident, ce dernier ne vit pas la coutume dans la pratique. Il la porte en lui, bon gré, mal gré. Cheikh Hamidou Kane analyse la société Dialobé, pour ne pas dire africaine, de l'intérieur et l'inspire en partant de ses insuffisances et de son besoin d'ouverture aux autres cultures. Il a su dépasser les contradictions et s'enrichir de ses différences, ce que le fou n'arrive pas à assimiler. Ainsi est-il versé dans l'intégrisme, il tue Samba Diallo. Je ne saurais terminer mon propos sans évoquer la question que Mme Mariama Baldé a posée sur la Grande Royale. Cette femme, cette figure d'autorité, cette femme avec un grand F, dont la noblesse se manifeste aussi dans le corps. J'ai tendance à faire la différence entre femme, féminin et féminisme, et la vision de Cheikh Hamidou Kane me conforte. Il faut faire la distinction entre la vision occidentale de la femme africaine, qui, selon lui, découle d'un lavage de cerveau, et la réalité africaine, celle des pays des Dialobé, où la femme jouit d'un grand respect. Les femmes foutanké, d'un certain âge, sont de véritables maîtres. Cet entretien démontre encore une fois que Cheikh Hamidou Kane impose à son écriture une vision, l'enracinement dans la tradition et l'ouverture à la modernité. Son chef-d'œuvre, L'aventure ambiguë, complété par les gardiens du temple,
contribue à la civilisation de l'universel, ce qui, 64 ans après sa parution, l'ancre dans l'actualité, d'où sa constance. Il souhaite, dit-il, à la page 57 du livre de Mariama Samba Baldé, être une personne qui a les qualités et les vertus d'un bon musulman et d'un bon halpulaar, être un bon patriote africain et un bon fils de la terre, mais qu'il soit rassuré, il est déjà cet être, ou du moins, nous autres qui l'avons pratiqué, observé et étudié, nous avons déjà retenu cette image de lui. Portons de belles perspectives de l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane et laissons les traces pour la postérité. Madame Mariama Samba Baldé, je vous réitère mes félicitations pour ce beau livre très illustratif que je conseille à tout un chacun de lire. En choisissant la méthode de l'entretien, elle privilégie la parole, mettant ainsi en scène le récit oral et la transmission de la mémoire chargée de légitimer l'énonciation de l'histoire de Cheikh Hamidou Kane, de son parcours. Elle a produit un ouvrage majeur par la qualité de l'écriture, par l'originalité de la démarche et la pertinence des questions posées. Ce portrait philosophique de Cheikh Hamidou Kane va enrichir les études consacrées à ce grand classique de la littérature africaine et à son parcours poétique. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Nous avons entendu le professeur Koudika, nous avons entendu sa verve, mais nous avons surtout entendu une halpulaar. Alors, madame, je ne le suis pas, mais je voudrais bien l'être. Et je crois que toute l'assistance aujourd'hui a envie d'être halpulaar, tant vous en parlez bien et tant vous en parlez peu, mais parfait. On me signale la présence du directeur du livre et de la lecture, M. Ibrahim Lo. Donc, bienvenue parmi nous. Je vais, si vous le permettez, donner la parole à au professeur Amadou Ly. Je voudrais d'abord vous remercier, vous, M. Cissé, parce que vous êtes un grand agenceur de mots. En tant qu'architecte, vous êtes aussi un grand littéraire, un littéraire peut-être caché ou un peu perdu, ou je ne sais pas, mais en tous les cas, vous avez les qualités de littéraire certaines. Mais je voudrais quand même vous remercier de nous avoir associés à cette affaire, de m'avoir associé, moi personnellement, après mon grand cousin Abdoulaye Elimane Kane. J'espère qu'il ne va pas reparler de cette histoire de vieille chemise qu'il m'a offerte. Je voudrais remercier Madame Mariama Samba Baldé, l'auteur, de m'avoir demandé de venir et d'avoir tenu que je vienne. Je lui dirais que je viendrai pour différentes raisons, dont l'une des premières est que quand vous étiez mon élève dans les amphis de la faculté, eh bien, je serais venu aussi parce qu'en ce temps-là, nous, les petits jeunes profs-là, nous étions tous amoureux de cette étudiante. Oui, elle était belle, elle était machin, mais évidemment, elle était très au-dessus de nous, donc on ne faisait que rêver, mais on ne pouvait pas la voir. Bon. Donc, je parlerai du professeur Abdoulaye Mankan et tout, et je dirais, je veux saluer ici, dans cette salle, le professeur Cheikh Fadel Dia, en tout premier lieu. Je le salue en tout premier lieu pour la bonne et simple raison que dans ma classe de 4e au lycée Malick Sy de Thiès, il était notre professeur d'histoire et géographie. Je voudrais également saluer Monsieur le ministre Amadou Kane, président
de la NCA. Il a beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui c'est la NCA. Il est surtout mon fils, Amadou Kane, et qui m'offre chaque année un hako chez lui, un seul. Hein? Bon, cette année-ci, d'ailleurs, il a pu échapper, mais cette année à venir, je tiens à avoir mon hako. Alors, je voudrais également saluer donc monsieur le professeur Barry, ici présent, et monsieur le professeur Bachili, ici présent, deux de mes grands, quand j'étais assistant dans les couloirs de la faculté, ils étaient déjà dans les sommets, et ce sont des messieurs qui m'ont servi de modèle. Et merci à Mariama Samba Baldé d'avoir pu amener Cheikh Hamidou Kane à parler de ces éléments de sa vie qu'il n'a jamais confié à des intervieweurs antérieurs, pas même à son cher défunt neveu Hamidou Dia, qui a fait une sorte de petite anthologie aussi, de biographie de Cheikh Hamidou Kane. Mais il est allé plus loin avec Madame Mariama Samba Baldé qu'avec aucun autre de ses intervieweurs. Mariama Samba Baldé a été une excellente maïoticienne, une excellente accoucheuse pour Cheikh Hamidou Kane. C'est mal trouvé, mais je ne peux pas trouver autre chose. Hein? Sans doute parce que ses formations en lettres modernes et surtout après, d'ailleurs, elle n'en parle pas dans ce livre de ses formations. Elle est très discrète sur elle-même, s'efforçant en particulier pour laisser la parole à l'homme qui est le seul important dans ce fascicule, c'est-à-dire Cheikh Hamidou Kane. Surtout, elle ne parle pas, elle fait parler. C'est une seule phrase qui, seule souvent, ouvre le robinet à parole d'un homme qui, par ailleurs, se confie très rarement comme il le fait ici. Mais petit à petit, elle se laisse aller, non pas à se découvrir, mais à faire comprendre de son lecteur et de son interlocuteur lui-même. Écoutons-les parler à la lumière du corps, de la lumière et du corps. J'avoue ne pas savoir si c'est la lumière qui se fait corps ou si c'est le corps qui se fait lumière à la page 30. À quoi Cheikh Hamidou Kane rétorque, évoquant Pierre Teilhard de Chardin, mais je dirais que Cheikh Hamidou Kane, ici, nous montre une partie importante de sa personnalité, un homme extrêmement cultivé, qui a des livres improbables, en tout cas que nous, de notre génération, on n'a pas lu. Il y a lieu de penser que Cheikh Hamidou Kane, qui a aussi mené des études de philosophie, a eu l'idée géniale de mettre sa culture d'origine en face de la phénoménologie de la perception d'un des grands maîtres de la philosophie occidentale. Je vous remercie. Je vous remercie, professeur Abdoulaye Limane Kane. Vous ne nous aviez pas dit que vous avez un rival. Naturellement, vous avez un rival parce que monsieur le professeur Amadouli a autant d'humour que vous. Et cette histoire de chemise entre vous deux, je ne sais pas si c'est une histoire d'Alpoula, mais en tous les cas, il va falloir que vous nous la révéliez. Je profite de cette occasion naturellement pour remercier des personnes qui sont présentes, que je n'ai pas fait. Il y a le professeur Barry que je connais, l'autre professeur Bachili à côté, naturellement, Diop de Croix qui est quelque part là, bien sûr, l'autre Diop, Blondin, bien sûr, qui ont toujours fait des belles pages de nos politiques et peut-être de nos littératures aussi, pourquoi pas. Madeleine Deves, bonjour aussi.
bonjour au public qui vient d'arriver. Alors, Madame Baldé, si vous permettez, je veux un petit mot et qui va concerner cher Hamidou Kane et qui concerne le professeur Barry. Mon épouse, avec laquelle naturellement nous avons 45 années de mariage, d'union, que j'appelle ma fiancée maintenant, dans les années 80, mon épouse, dans les années 90, ouvre la première galerie privée, je dis bien privée, du Sénégal. Et là, nous faisions des expositions d'art. Et nous avions deux grands clients. Un peintre alpolar du nom de Amadou Sow, très grand peintre. En Autriche, on l'appelle Magister, maître de peinture, fait une exposition. Et à l'époque, dans les années 80-90, les tableaux étaient cotés à 300 000, 400 000, 500 000. Et Magister, Amadou Sow, nous dit non, moi je veux que mon tableau soit coté à 1 million de francs CFA. Nous sommes en 91. Et voilà qu'arrive Hamidou Kane. Pas un seul tableau n'avait été vendu. Il se présente devant une toile et puis il dit « Je veux celle-là ». Et à ma femme, il dit « Madame, le prix, s'il vous plaît ». Et à ma femme de lui décliner le prix, c'était à plus d'1 million. Il a payé rubis sur ongle. Le premier Sénégalais à avoir coté les toiles, et c'est bien pour Germaine qu'on l'entende, à plus d'1 million francs CFA. Autre client, c'est aujourd'hui le professeur Barry, qui est un soutien de la peinture, qui est un soutien des arts et qui est aussi un de nos plus grands intellectuels. Bienvenue à lui. Je voudrais, si vous le permettez, après les propos de M. Amadou Ly, donner la parole peut-être au professeur, à mon ami, à mon aîné, Abdoulaye Elimane Kane. Professeur, à vous la parole. Je voudrais faire mienne les salutations presque individuelles de Amadou Ly adressées aux amis, aux parents, aux collègues qui se trouvent dans cette salle, pas seulement dans la première rangée, mais un peu partout dans cette salle. Les saluer et me réjouir de revoir certains d'entre eux, à qui me lient des relations que j'aurais voulu pouvoir évoquer si on en avait un peu plus de temps, qu'il s'agisse de Germaine, dont le frère Badougaï était mon condisciple au lycée Van Vollenhoven, sa sœur Awagaï, à la faculté de lettres, son mari, le professeur Abimbaï, qui était mon collègue professeur de philosophie. J'aurais pu aussi faire autant de développement à propos de Mariama. Son père, Samba Baldé, était un de nos grands dirigeants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il était étudiant en médecine et est mort brutalement avant avoir terminé ses études. Mon cousin, je n'évoquerai pas aujourd'hui cet incident que nous avons eu à Fort-de-France. Nous étions invités tous les deux pour le 95e anniversaire de MCLR. Et j'ai invité une chemise toute neuve qui m'était très chère et qui ne m'a toujours pas rendu. Les faits sont prescrits, mais le contentieux de... Et il voudrait maintenant montrer un petit peu comment, à travers ce texte, on peut retrouver ce qu'on appelle vraiment des questions philosophiques. Amadou Ly et Koudi Kane en ont évoqué un grand nombre. Lorsque on regarde la structure de ces livres, on note, c'est en tout cas une chose qui m'a beaucoup frappé, et c'est peut-être cela qui va me servir de fil directeur, et c'est une iconographie très riche. Il y a 43
images qui sont soit des photographies de Cheikh Hamidou Kane, soit des œuvres d'art qui lui ont été offertes ou faites sur lui et qu'on trouve à son domicile, principalement dans son salon. Et il y a une image qui ouvre toutes celles que je viens d'indiquer, c'est l'image de la main de Cheikh Hamidou Kane photographiée et présentée en exergue de cet ouvrage. Et c'est sur la base de cette main et de ces 5 doigts que Mariama distribue les chapitres qui composent ces livres en 5 chapitres. Alors pourquoi la main? La main est un organe exceptionnel dans l'évolution de l'humanité. Elle est intimement liée au décollage de l'homme par rapport à l'animalité. Elle est intimement liée au cerveau, à telle enseigne que les anthropologues se sont demandé si c'est la main qui influence le cerveau ou c'est le cerveau qui influence la main. Toujours est-il que ce sont ces deux-là, le cerveau et la main, qui fabriquent, qui façonnent les civilisations. Toutes les civilisations et toujours. Alors la main a cette particularité de réunir 2 qualités différentes en une seule entité, c'est l'unité et la pluralité. La main est une, on se rappelle bien, Amadou Liki aime bien les citations, ma main, voici ma main. Elle a cette particularité d'avoir effectivement une unité et en même temps une pluralité, les 5 doigts. C'est pour cela qu'elle a joué un très grand rôle dans la construction des nombres, la manière dont les civilisations ont inventé des systèmes de numération, l'importance qu'elle occupe également dans la vie des relations, dans la religion, dans la fabrication, etc. C'est donc ce premier aspect que je voulais souligner et le mettre en rapport avec les autres questions philosophiques, c'est ce caractère exceptionnel de constituer une seule synthèse entre unité et pluralité. C'est un peu ce qui court tout le long de l'aventure ambiguë, comment être soi-même sans cesser de s'ouvrir aux autres. En quelque sorte, ce qu'on appelle aujourd'hui l'identité plurielle. Toute l'aventure ambiguë, je pense, tourne autour de cette grande question. Alors, lorsqu'on examine les 123 questions posées par Mariama Samba Baldé à Cheikh Hamidou Kane, on peut dire que chaque question, si je voulais parler simplement, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler simplement et vous allez voir pourquoi. Si je veux parler simplement, vous direz que chaque question est une proposition philosophique ou bien un concept philosophique. Mais j'ai envie de dire que chaque question est un philosophème. J'ai envie d'être un peu pédant aujourd'hui, par nostalgie des salles de cours et des amphithéâtres. Mais le philosophème est justement quelque chose de très, très important, condensé de 2 idées qui certainement résument l'essentiel de la philosophie. Premièrement, y a-t-il du sens dans ce que nous disons ou dans ce que nous faisons? En d'autres termes, quel sens donnons-nous à l'existence? Deuxième question, derrière laquelle la philosophie court, comment faire en sorte que l'humanité soit émancipée, c'est-à-dire qu'elle se sorte de l'aliénation, qu'elle sorte des ténèbres pour entrer dans la lumière, et comment aussi chaque individu doit bâtir sa propre autonomie pour être un homme libre sans cesser d'être en relation avec les autres. La question de l'autonomie, par conséquent, est la question de la liberté. Ces 123 questions, les unes concernent la vie quotidienne, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous aimez, comment vous habillez, etc. Et d'autres portent sur des questions philosophiques profondes, des philosophèmes du genre, que pensez-vous du suicide, ou bien la laïcité, ou bien les corps,
l'entretien de Mariama avec Cheikh Ahmed Kane porte beaucoup sur les corps, la conception dans la société traditionnelle du corps. Par exemple, comment on peut considérer quelqu'un qui ne doit pas être gros, quelqu'un qui veut faire preuve d'une certaine noblesse doit aussi faire preuve d'une certaine finesse dans l'esprit. Et les questions de ce genre sur la mort, sur précisément la laïcité, je l'ai dit tout à l'heure, mais également sur les rapports entre les civilisations. On peut vraiment donner un très grand nombre d'exemples de philosophèmes. Les 123 questions sont des philosophes. Je voudrais, pour ne pas être trop long, en choisir simplement 2, et c'est à cela que je vais m'en tenir pour montrer que ce portrait philosophique, par ce portrait philosophique, Mariama Samba Baldé essaie de montrer comment Cheikh Hamidou Kane construit sa propre autonomie, construit sa propre manière d'être dans le monde, en donnant du sens au monde, mais en liant aussi sa conception de l'identité. Je suis moi-même, tout en concevant mes relations avec les autres. Le premier cas que je vais donner, c'est vraiment le discours extraordinaire de la Grande Royale à une question d'émancipation, qu'il s'agisse de la civilisation, qu'il s'agisse de la culture ou qu'il s'agisse de l'individu. De sortir de l'aliénation pour l'amener à être un vrai sujet, c'est-à-dire autonome. Et toutes les questions, les 123 philosophes posés par Mariama Samba Baldé à Cheikh Hamidou Kane dans cet ouvrage tournent autour de cette question fondamentalement. Cheikh Hamidou Kane, comment arrivez-vous à démêler les 2 questions, les raisons de vivre et les moyens de vivre, et comment devenir autonome, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation. Voilà un peu l'angle sous lequel j'ai voulu aborder la question, et remercier encore Mariama de nous avoir associés à ce travail. Merci beaucoup. Cet ouvrage a été publié par ma structure que j'ai nommée Parole Tissée Édition. La parole occupe une place centrale dans ma réflexion. C'est donc sous l'angle de la parole que j'ai choisi de traiter le sujet que j'ai proposé, l'art de vaincre sans avoir raison à l'ère de la postérité. Cette expression employée par la Grande Royale dans l'aventure ambiguë a été très galvaudée. Cependant, il me semble que cette expression non seulement n'a rien perdu de sa pertinence, mais elle a encore tout son sens aujourd'hui. Donc, je tenais vraiment à associer la pensée de Cheikh Hamidou Kane à ce qu'on vit actuellement. De toute façon, sa pensée est toujours d'actualité, toujours moderne. Donc, j'en reviens au thème, l'art de vaincre sans avoir raison, donc cette fameuse phrase très galvaudée. Cependant, il me semble que cette expression non seulement n'a rien perdu de sa pertinence, mais elle a encore tout son sens aujourd'hui. J'articulerai ma pensée autour de 3 idées. De la parole déformée à la parole modifiée, de la parole empêchée à la catastrophe, de la parole exhumée à la vérité retrouvée. L'art de vaincre sans avoir raison sonne comme un oxymore. Ça me fait penser à l'appellation école des otages. Cependant, trop longtemps, j'ai cru qu'il ne s'agissait pas des otages au sens propre, car comme on l'école, que je vois comme symbole d'ouverture et de rectitude, pouvait être le lieu d'un quelconque emprisonnement. Comment oser placer le mot otage à côté du mot école? Pour dire les choses de façon triviale, je dirais qu'il y a quelque chose qui cloche. Et cette expression de la Grande Royale blesse à la fois le cœur et la raison à cause de cette juxtaposition de termes contre nature, vaincre sans avoir raison. La Grande Royale, forgée dans le sens de l'honneur, a bien perçu qu'il ne s'agit pas de cette raison régie par l'esprit, cette raison avec un grand R qui permet d'avoir du discernement, de séparer le bon gré de l'ivraie,
de se dominer pour ne pas être esclave de ses passions, bref, cette raison qui sert de lanterne pour ne pas se perdre dans les obscurs sentiers de l'existence. Non, il ne s'agit pas de cette raison qui éclaire et qui élève l'homme, il s'agit d'une autre raison, de l'autre raison, de cette raison à la petite semaine. La raison des petits arrangements avec l'éthique, la raison qui chemine avec les bas instincts et mène grand train dans les bas-fonds. D'ailleurs, cela me fait penser à Cécile Rhodes, grande figure de l'impérialisme en Afrique, qui réduisait l'Empire à une question de ventre. En fait, tout en avalant autant de diamants, d'or, d'ivoire qu'on peut, tout cela accompagné d'une brutalité sans nom, on va faire croire qu'on accomplit une mission civilisatrice. Voyant bien que la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, la Grande Royale, alliant perspicacité et intuition féminine, va, telle une thérapeute, utilisant le poison pour en tirer un antidote, se servir de ce paralogisme, vaincre sans avoir raison, pour connaître le secret du colonisateur qui réussit l'exploit insensé qui va à l'encontre du poulagou, ce code d'honneur Peul qui constitue son socle de valeur. Vaincre sans avoir raison, c'est une manœuvre vieille comme le monde. Manœuvre qui allie mensonge et force brute. C'est alors que le pays dialogué est secoué par le choc de la rencontre avec le colonisateur, que la Grande Royale se rend compte que la force d'âme et la grandeur d'âme, chères à l'aristocratie à laquelle elle appartient, ne permettent pas de survivre face à la brutalité de l'envahisseur, un envahisseur qui ouvre une nouvelle ère. Sans idéaliser l'Afrique traditionnelle qui, comme dans toutes les sociétés, était constituée de toute la palette du genre humain, on peut quand même dire que cette ère qui ouvre à la modernité a modifié le rapport à la parole. L'œuvre d'Ousmane Sembène met en exergue cela. L'homme de la tradition se fait souvent gruger par l'homme de la ville qui est sans parole. Or, dans la vision traditionnelle, un homme sans parole est un homme sans honneur. Chez les Dogons, le mot qui désigne le vêtement est le même que celui qui signifie parole. Dans cette culture, être nu se dit être sans parole. Hélas, le manque de parole qui déshabille l'homme de son honneur semble de plus en plus être la norme. Comme dans le conte d'Andersen, Les habits neufs de l'empereur, le roi se pavane nu, mais il n'y a que l'enfant dont la parole n'est pas encore voilée, ni par la peur, ni par l'opportunisme, qui ose le dire. Et pourquoi le roi se pavane nu? C'est parce que de faux tisserands lui ont fait croire qu'il lui avait confectionné un habit tellement fin qu'un idiot ne pourrait pas le voir. Comme personne ne voulait paraître idiot, tout le monde, y compris le roi, jouait le jeu. À partir du mensonge servi au roi, tout un peuple a été entraîné dans une comédie ubuesque. On voit comment la fausse parole génère une fausse réalité, une fiction. Dès lors que la parole ne vise plus la vérité, mais l'intérêt, le pouvoir, la nudité et l'indignité ne sont jamais loin. Un livre comme celui de George Orwell, 1984, montre bien comment la parole, contaminée par le mensonge, finit par générer un total renversement des valeurs et complètement déformer la réalité. La vérité se dissout sous les formes fantastiques, fantasmatiques, fantasmagoriques, quand l'organe de la parole que les Dogons voient comme un métier à tisser, censé produire une parole vraie et honorable, une parole tissée qui habille l'homme et lui donne de la tenue, si cet organe devient fabrique de mensonges et d'insanité qui déshabille l'homme, tout peut aller à volo parce qu'en même temps que le langage se fragmente, le socle de valeurs qui
permettait de s'entendre et faire communauté, ce socle se disloque. C'est pire que la chute de la tour de Babel, parce que ce n'est pas une constellation de langues qu'on voit émerger, mais plutôt une abondance de mauvaises langues qui fabriquent chacune sa réalité, sa vérité. Cela aboutit à un méli-mélo de rumeurs, de buzz, d'opinions bigarrées. Dans un tel brouhaha, on ne sait plus qui est qui est quoi. Le sage peut être piétiné et le bandit peut être roi. Dans ce contexte de réalité distordue par un langage tordu, le filou se sent comme un poisson dans l'eau, tandis que l'homme, habité par la véritable parole, cette imputrescible parole qui est d'or, cet homme se sent tel l'albatros de Baudelaire au milieu de la réalité déformée et de la vérité perdue. Incapable de s'exprimer dans une atmosphère vulgaire, il avale sa langue. Lucide, il voit la catastrophe arriver sans pouvoir parler. S'il a su apprendre les langues étrangères, il n'est jamais arrivé à parler l'étrange langue du déraillement, ce déraillement qui éloigne de la décence et de la vérité. J'aimerais vous montrer un court extrait du film Camp de Tiaroy qui illustre à travers le magnifique jeu d'acteur de l'Ivoirien Sidiki Bakaba, cette parole empêchée alors même que l'on sent que le mensonge d'un homme sans honneur est en train de prendre le dessus sur l'esprit de personnes naïves. Or, quand le mensonge prend le dessus, le crime, la déflagration, la catastrophe ne sont jamais loin. Ici, tous hommes, toi homme, moi homme, lui homme. Alors, tu comprends rien? Cadavre noir, cadavre blanc, kif bourrico. Alors, pourquoi toi ne veux pas payer nous? Hein? Mais nous, on dit mon lémina. Bien. L'échange des billets se fera à parité égale. 1000 francs français pour 500 francs CFA. Vous avez dit, mon général? Oui, j'appliquerai le taux réglementaire. Il reste encore nos pécules, indemnités et anciennetés qu'il faut régler avant notre départ de Tiaroy. Je ne peux rien faire ici. Il faut que j'aille à Dakar pour régler tout ça. Fais Abla. Abla. Pays Abla. À quel heure dis donc? Abla ça. Abla. Général Sonan Kawoui Besra comme Abla ça. Pays a dit, Général mentit nous. C'est que lui, langue parlée, pas même sauce dans son la tête. Menti beaucoup. Vous avez ma parole d'officier général. Est-ce que vous seriez prêt à le répéter dehors devant les soldats, mon général? Ma parole d'officier général. Silence! Le général va vous parler. Ma parole d'officier général. Vous serez tous payés. Qu'est-ce qui se passe? Puis lui a dit, alimente ta quelqu'un.
Amenez-le dans la chambre avec caporal chef. Allez vous coucher. Donc, à travers cet extrait, on a un exemple patent de ce qu'est vaincre sans avoir raison, victoire certes basée sur l'usage de la force brute, mais au préalable une victoire basée sur les miroitements d'une promesse qui ne sera pas tenue. Qu'il s'agisse du temps présent, du temps colonial ou autre, il y a toujours eu tentative de vaincre sans avoir raison et de servir une vérité dénaturée. Façonner le réel selon son désir de superpuissance, voire d'immortalité, est un fait récurrent de l'histoire de l'humanité. Avec des avancées technologiques comme l'IA qui poussent les limites du réel, créant un flou entre fiction et réalité, on découvre les possibilités qui font parfois frémir. Si Amadou Hampâté-Bâ comparait la vérité à une lune dont chacun de nous n'aurait qu'un fragment, c'est moins pour dire que chacun peut inventer sa vérité, c'est surtout pour inviter les hommes à échanger et pour s'écouter et s'approcher de la vérité. Car personne ne possède cette vérité globale. Cependant, même si la vérité que nous possédons n'est que partielle, nous devons en prendre soin. Et de rencontre en rencontre, essayer d'accoler ces fragments de vérité, ces fragments de lune, afin de former cette pleine lune qui fait rêver, mais également qui aide à mieux affronter les ténèbres. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Albert Camus. Redonner à la parole sa juste place, c'est restituer la vérité. Cheikh Hamidou Kane est un homme de la tradition, un homme de la modernité, mais certainement pas un homme de la post-vérité. C'est un homme de parole dont tout le travail a été celui d'une restitution. Restitution de la langue de l'Afrique. J'entends par là une langue qui ne soit pas déformée par des représentations dévalorisantes. Restitution de la charte du Mandé. Parole riche du Moyen-Âge qui renvoie à la vérité d'une Afrique civilisée parce que respectueuse des droits de l'homme, respectueuse de la dignité humaine. Écoutons ce bref extrait de l'hommage qu'Amadou Mokhtar Mbow a rendu à Cheikh Hamidou Kane. Il a voulu démontrer aussi que nous étions des peuples qui avions des civilisations, qui avions des systèmes de valeurs, qui avions des institutions qui étaient aussi acceptables, aussi louables que les institutions de n'importe qui. Si on écoutait peut-être des hommes comme lui, le Sénégal serait un pays extraordinaire. Oui, j'ai tenu à mettre cet extrait de M. Amadou Mokhtar Mbow parce que je croise les doigts pour pouvoir, après le livre, faire un film, parce que j'ai filmé tous les entretiens avec Cheikh Hamidou Kane et j'ai interviewé plusieurs personnes, recréé des scènes, y compris dans le Fouta, pour pouvoir faire ce film. Et si tout va bien, dans ce film figurera le témoignage d'Amadou Mokhtar Mbow. Mais de la même manière que j'ai tenu à ce que ça soit la voix de Cheikh Hamidou Kane qui ouvre cette rencontre, j'ai voulu, parce qu'ils étaient très amis, très liés, voilà, qu'on puisse également entendre sa voix. Donc, à l'ère, et je finis bientôt, à l'ère de la post-vérité, l'expression « vaincre sans avoir raison » a encore tout son sens. Cela est bien triste, mais nous n'allons pas tomber dans la tristesse. Nous avons l'impérieux devoir de protéger la parole afin que la vérité ne soit pas perdue. Comme le disait René Char, l'essentiel est toujours menacé par l'insignifiant. Le sillage de Cheikh Hamidou Kane montre une voie qui s'écarte de l'insignifiant, qui, même s'il paraît petit, mesquin, peut être
très dangereux, aussi dangereux qu'un virulent virus. Avec une parole polie, Cheikh Hamidou Kane nous écarte de cet insignifiant, nous ancre dans l'essentiel et par là même dans la vérité. Je nous souhaite à tous de tracer de tels sillages et d'être des veilleurs imbus d'une parole qui, lui, en termes de lumière, je termine avec les mots d'un auteur que Cheikh Hamidou Kane aime beaucoup, Aimé Césaire, qui écrivait dans son poème « Nouvelle bonté », il n'est pas question de livrer le monde aux assassins d'aube. Voilà. Je vous salue tous, illustre assemblée, réunis à l'instigation de notre sœur Mariama Baldé, ceci pour nous abreuver à la source des connaissances de notre Père et guide, le terme n'est pas excessif, Cheikh Hamidou Kane. Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de tout acte qu'il a posé et posera ici-bas. Mes prières vont également à mes bien-aimés disparus, auxquels je dois la vie et qui m'ont tout appris et qui m'ont enseigné, qui m'ont enraciné dans les valeurs qui étaient les leurs, qui ont été transmises par leurs parents et que je transmets à mes enfants et en espérant qu'ils les transmettront aux leurs pour que tout cela perdure. Mais je pense aussi à ceux qui ont apporté leur pierre à mon édifice personnel, toujours en construction. Je rends aussi hommage à ceux qui partagent de ceux dont ils n'ont pas en suffisance, avec joie, spontanément, sans même y penser. Merci. Mais aussi une autre pensée, avant d'entrer dans le sujet, une prière profonde et infinie à la mémoire de Feu Abdoulaye Diallo. Vous l'avez connu, le berger de l'île de Ngor, qui nous a guidés. Et son travail est comme un viatique pour ceux qui cherchent à garder ce qui est essentiel et fondamental, c'est-à-dire l'humanité en eux. Et il a ainsi traduit par des œuvres majeures fortes, dont l'une figure au Musée de l'Homme, sa pensée, mais il y a également des ouvrages qu'il a écrits et qui sont intitulés « Quelle humanité pour demain ?» Et cela est fondamental. Vous, les philosophes, les penseurs, vous explorez, et vous avez exploré aujourd'hui à l'infini, des stratégies pour vaincre, sans avoir raison, dans un contexte de pluralité des vérités. En ce qui me concerne, j'ai rarement eu la prétention d'avoir raison, même lorsque tous les éléments me semblaient donner raison, mais je m'évertue toujours à savoir raison garder, n'ayant rien d'une raisonneuse. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas grand-chose, mais je m'évertue par ma vocation d'enseignante à toujours aller en quête des connaissances, de multiplier les sources de connaissances, afin d'établir des ponts entre mes apprenants et l'art, tout en leur révélant leur propre créativité. Je les dote également des moyens de faire dialoguer des éléments différents sans préjugés. Ainsi, de nouvelles voies, bien au-delà des limites de la raison, nous permettent d'accéder à une communication et une compréhension mutuelle. Et comme je le répète, je suis venue aujourd'hui apprendre auprès de vous, pour que vous me transmettiez les voies pour penser juste et avancer. La réflexion ne s'arrêtant jamais. Mais hier, j'ai commencé à peindre un tableau avec des encres, des émaux, de l'aquarelle, sous la dictée d'un poète, d'un esthète, d'un amateur d'art. Peut-être le reconnaîtrez-vous. Je cite, « Lors des rayons s'était délayé un peu et de pourpre était devenu rose.
Sur leur frange intérieure, les nuages s'étaient glacés de bleu. Le soleil avait disparu, mais déjà à l'est, la lune s'était levée. Elle aussi éclairée. On voyait bien comment la clarté ambiante faite du rose pâlissant du soleil, du blanc laiteux de la lune et aussi de la paisible pénombre d'une nuit qu'on sentait imminente. C'est bien entendu, cher Hamidou Kane, vous l'avez reconnu. Ben, écoutez, c'est un tableau. C'est un tableau. Avec des mots, il nous permet de traduire une réalité que chacun traduira. Vous donnez cet exercice aux élèves. Ils sont une soixantaine dans la classe, mais chacun, avec les moyens techniques, le traduira différemment. Et c'est ça. C'est ça les vérités. C'est ça les vérités. Au lieu de parler de vérité, je parlerai de ressenti profond. Quant à moi, je suis à la recherche du temps, hélas perdu, d'un monde de justesse, de beauté et d'une esthétique taillée dans l'éthique. Je remercie Mariama d'avoir mis une belle lumière sur les choses apparentes et d'en avoir révélé quelques-unes cachées. Je vous remercie tous d'avoir augmenté ma tablette, comme je dis, Borom Alou Bougatla, Medavey Yang. Je continue à chercher la connaissance. Merci à Koudi. Merci à toute cette tribune de philosophes. Vous êtes ma Madeleine de Proust. Vous avez réveillé en moi des saveurs dont l'absence de mon philosophe Abibou me rend nostalgique. Et j'aurais peut-être dû... voilà. Ce que j'ai retenu de Cheikh Hamidou Kane et dont le professeur Abdoulaye Iliman Kane a parlé tout à l'heure un peu, c'est le fait qu'il était un collectionneur d'art. Sawalo Cissé également, on a parlé. Et j'ai hésité entre partager deux anecdotes, mais bon, peut-être que je peux le faire. Dans les années 90, il m'a appelé un jour. Il m'a demandé d'aller voir Amadouba. Et je suis allée chez Amadouba à Liberté 6. Amadouba est un peintre et vous verrez à la page 8, je crois, de l'ouvrage de Mariama, les Sahéliens qu'il a peints, les Peuls. Et je suis partie acquérir une œuvre auprès de lui. Et il vivait d'une façon assez particulière. Et il peignait toute la nuit. Après la prière d'Isha, il peignait toute la nuit jusqu'à l'heure de la prière de l'aube. Il se rendait à la mosquée de Liberté 6. Il priait, il rentrait, il dormait, il se réveillait avant 14 heures. Et à un moment de sa vie, il avait dit, j'ai un nombre de tableaux que je peins par an et je n'en fais pas un de plus, quels que soient les enjeux. Je lui dis, voilà, je viens de la part d'un tel pour voir vos œuvres et lui en acquérir une. Et quand il a su quelle était la personnalité de la personne, il m'a dit, je lui vends. Il est dans les quotas, mais même je lui vends. Et même je lui vends à un prix différent de mes prix officiels. J'ai failli lui dire, il ne m'a pas demandé de marchander, je ne lui ai pas dit. Mais c'est déjà, ça montre déjà la solidarité, le sentiment d'appartenance commune qu'il y a entre les Peuls. Une autre fois, ça devait être, si mon souvenir est bon, c'était en 92, une japonaise, sculpteur qui s'appelle Toshi, avait remporté le prix du chef de l'État pour les arts. Et c'est une sculpture dont la photo se trouve sur la couverture des gardiens du temple. C'est un baobab qui est constitué de personnages en bronze. Donc c'est le système de la cire perdue qui remonte, je dirais, mais à une époque très primitive, une époque très ancienne, une technique africaine qui se fait avec un moulage. Et ensuite, le bronze est coulé à partir de cela.
Et c'est extraordinaire parce que vous savez que les Japonais sont très traditionnels, ils ont gardé leur culture intacte et tout. Mais lorsque cet artiste, c'est bien ça un artiste, ils ont leur vérité, ils ont leur façon de procéder et ils pourraient à l'infini faire des choses sans jamais se répéter. Mais une artiste, c'est une artiste. Elle est venue, et le baobab, qui n'a rien à voir avec les bonsaïs, eux, ils réduisent les arbres, ils en font des miniatures. Le baobab majestueux, sauvage, et comment je dirais, sans aucune intervention humaine, a attiré son attention, a capté son attention. Et c'est ces baobabs qu'elle a choisi de représenter. Et vous avez les personnages qui s'abîment dans certains tombes, comme des fruits qui tombent d'un arbre dont les fruits sont mûrs. Et ces personnages évoquent aussi la silhouette des Peuls du Sahel, mais évoquent aussi un peu quelque part les personnages de Giacometti. Donc il y a des rencontres, il y a des interférences, et il y a une interprétation que je fais en ce moment, et la vôtre sera différente. Toutes les autres le seront. Et voilà, donc il y a également une tapisserie dont vous avez pris la photo dans votre ouvrage et qui illustre la porte du voyage sans retour. Il y a également Khalidou Kassé, que le regretté Iba Ndiaye Diadji avait surnommé le pinceau du Sahel, qui a peint ce qu'il appelle les élégants Peuls. Mais l'élégance est plus dans l'attitude, dans l'allure, que même dans les tissus qui les habillent. Donc, et on sent l'éthique. Quand je parle d'une esthétique taillée dans l'éthique, c'est cela. C'est comme si ce qu'ils sont et ce qu'ils vivaient transparaît dans leur apparence. Et donc, je pourrais également parler de toutes les autres représentations qu'il y a, mais qui sont très significatives du sens de l'esthétique, du fait qu'il n'y a pas de clivage dans la vision de Cheikh Hamidou Kane, qu'il est ouvert au monde, qu'il est réceptif à la beauté sous toutes ses formes. Et voilà. Et donc, je terminerai en me présentant. Généralement, on se présente d'abord, hein, n'est-ce pas? Anta Germaine Gaye, apprentie en art. Je vous parle sans phare. Je suis une femme qui artiste, tout le contraire d'une autiste. Je peins sous le verre et le lis à l'envers. Je suis un être debout, mais crée des rêves surtout. Nous, artistes sur cette terre, nous sommes les passeurs de lumière, ceux qui mettent sur les chansons un air, ceux qui s'envoient en l'air, ceux qui taguent sur des murs en briques, ceux qui partagent sur des murs numériques, ceux dont la toile dépasse le châssis, ceux qui postent des mots sur la toile, ceux qui en tirent la substantifique moelle. Nous sommes ceux qui font de la parole leur lit, ceux qui chassent l'oubli. Nous sommes les capteurs de l'éphémère, du renouvelé, de l'éternel. Nous sommes des êtres debout, mais créons des rêves surtout. Et je vous délègue, mes chères sœurs, auprès de notre papa, cher Hamidou Kane. Des mots de Khalil Gibran m'avaient parlé alors que je réfléchissais sur son itinéraire. Et vous lui direz, vous avez marché parmi nous comme un esprit et votre ombre a été une lumière sur nos visages. Nous vous avons beaucoup aimé, mais notre amour était muet et voilé. Mais maintenant, il vous appelle à haute voix et voudrait se révéler à vous. Et il en a toujours été ainsi de l'amour. Il ne connaît sa véritable profondeur qu'à l'instant de la séparation. Belle, bonne et longue vie, en nous guidant, cher papa, cher Hamidou Kane.
le maître des lieux. Merci beaucoup, M. Cissé. Je voudrais saluer tout ce beau public qui est avec nous cet après-midi à l'occasion de cette cérémonie à laquelle nous a conviés Mariama Samba Baldé. Vous remerciez tous en son nom et en mon nom bien évidemment d'être là. Saluer mes oncles Amadouli et Abdoulaye Liman Khan qui, à chaque fois qu'il s'agit de réfléchir, de parler du livre, ils répondent présent. Saluer bien évidemment ma sœur Koudi Khan et ma sœur Mariama. Saluer la grande Anta Germaine Gaye pour tout le travail qu'elles sont en train de faire. Mon propos sera juste un propos de remerciement à l'endroit de Mariama qui, à chaque fois qu'elle organise quelque chose, elle tient toujours à m'associer. Je ne sais pas pourquoi, mais elle le fait depuis son premier ouvrage. Et elle le fait depuis la France où elle est. À chaque fois, elle insiste beaucoup pour que voilà, la structure L'Harmattan Sénégal soit impliquée à ce qu'elle fait. Je remercie vraiment Mariama pour ça, et puis je prends ça comme une marque de considération que c'est. Et dire que à chaque fois qu'on se retrouve pour parler de Cheikh Hamidou Kane et de son œuvre, on repart toujours en apprenant quelque chose. Et c'est ça, je parle sous le contrôle des grands maîtres de la littérature africaine, le signe que l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane est une œuvre majeure. Nous sortons du forum du livre où il était le parrain de la première édition. Et son texte est un texte atemporel qui parle à toutes les générations, et je me rappelle des débats assez houleux qu'on a eus dans le cadre des panels parfois, où les gens demandaient à ce que les programmes, c'est-à-dire les œuvres au programme, soient renouvelées. Mais s'il y a une œuvre qui n'a pas du tout été contestée, c'est vraiment l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Certes, c'est une œuvre qui est enseignée depuis je ne sais combien de décennies à tout le continent africain, mais nos enfants d'aujourd'hui, certainement nos petits-enfants de demain, auront toujours quelque chose à apprendre. Et c'est ça la marque d'une œuvre majeure dans la littérature. Il a écrit que 2 livres, il reste l'un des auteurs majeurs du continent africain. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre arrivera à le détrôner, mais il faudra encore beaucoup travailler. Et vivement, Mariama, que ce film voit le jour. Nous l'attendons vivement, et puis je salue bien évidemment la Fondation NCA d'avoir accompagné cette œuvre. Pourquoi? Parce que l'art et la littérature ont besoin d'être accompagnés, et c'est heureux que des structures de mécénat de ce genre puissent continuer à faire ce travail. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, de cet accompagnement. Je salue bien évidemment tout le monde, et puis bonne suite. Merci beaucoup, Mariama. Bonjour. En l'espace de 15 jours, nous avons assisté, quand je dis nous, je parle notamment de Abdoulaye Liman Kane et moi, à 3 commémorations, à 3 hommages rendus à Cheikh Hamidou Kane. À la fois pour son œuvre, et pourtant il n'a produit littéralement que 2 ouvrages, et pour son parcours de vie, qui est exemplaire et qui fait que généralement, les séances où il est honoré sont toujours des séances marquées par beaucoup d'affection ou de tendresse. La première cérémonie, c'était
le forum sur les livres et lecture. Donc, c'est le parrain. Évidemment, il y avait sa place, puisque son livre majeur, L'aventure ambiguë, est un de nos classiques dans nos écoles. Et un livre qui n'a pas connu de purgatoire. C'est un livre qui est remarquable par sa langue. On ne parle pas souvent de sa langue. Par les racines de ses réflexions et par également sa modernité. On a du mal à croire que ce livre-là a été écrit par un jeune homme de 30 ans. Cette œuvre, qui est un roman, a prêté souvent lieu à des adaptations dramatiques, théâtrales. Et nous avons eu justement au Grand Théâtre une représentation d'une scène presque classique. C'est la scène où la Garde royale s'adresse à son peuple. Et notamment, elle montre le rôle souvent occulté que les femmes ont joué dans nos sociétés. La pièce tirée de ce roman est devenue aussi un classique du théâtre national Agnès Sorano. Ce que je regrette simplement, c'est que dans toutes les représentations que j'ai vues, la Grande Royale est présentée chamarrée d'or et d'argent. Et j'ai l'impression que c'est une erreur. Parce qu'elle est d'une culture où l'on cultive à la fois la simplicité, où l'un des principes fondamentaux, c'est d'abord la modestie. Nous, Abraham et moi, qui avons connu la femme qui a servi de modèle à la Grande Royale, nous ne l'avons jamais vue pareil comme ça. Dans nos sociétés, la parole est rare. On dit que la parole, c'est ta trace. Donc, méfie-toi. C'est également une société où l'habit est souvent modeste. Ce n'est pas la personne la plus importante qui est souvent la mieux habillée. Il vaut mieux habiller que s'habiller. Et on dit que l'habit cache le corps, mais il ne cache pas l'âme. Et je trouve par conséquent que c'est une erreur de représenter la Garde royale, chamarrée d'or, ruisselant d'or, alors que c'est une personne au contraire. Sa majesté ne tient pas à sa parure, ni à sa beauté, mais à sa forme d'éducation et de culture. La deuxième manifestation, c'était la présentation d'un livre qui s'appelle Université virtuelle, Université numérique Cheikh Anta Diop, dont l'auteur est là, Cheikh Hamidou Kane. La cérémonie n'était pas consacrée principalement à Cheikh Hamidou Kane, mais au fur et à mesure des exposés, on s'est rendu compte qu'au fond, l'UVS, devenu UN Cheikh Hamidou Kane, était aussi une aventure ambiguë. Parce qu'on ne savait pas très bien au départ où est-ce qu'on allait. On a souvent l'impression dans nos pays qu'on a peur à s'engager sur des chemins nouveaux. On veut toujours que nous répétions ce qui a été fait. Or, l'UVS se voulait justement franchir les barrières. Elle voulait arrêter le fait que nous passions souvent par des preuves d'éthique pour aller à des développements importants. Elle voulait montrer que nous pouvions devenir modernes sans être obligés de suivre un cheminement scabreux, difficile. Après tout, nous sommes passés à zéro téléphone au portable. Donc c'était ça. Et à mon avis, cela a montré le parallèle entre cette université et le Cheikh Anta. Et je crois, je ne suis pas sûr, je n'ai pas demandé, mais si Cheikh Hamidou Kane avait été consulté pour savoir quelle université portait son nom, je crois qu'il aurait choisi celle-là. Parce qu'elle est un défi, parce qu'elle est un enjeu essentiel, parce qu'elle est une ambition. Elle pourrait, dans 4-5 ans, rassembler la moitié des étudiants sénégalais. La troisième manifestation, c'est celle-ci, intitulée Philosophie de Cheikh Hamidou Kane. Ça tombe bien, c'est un philosophe. Mais également, nous avons aujourd'hui constaté qu'il est d'actualité. Parce que dans quel monde vivons-nous aujourd'hui? Nous vivons dans un petit village où des puissances, fortes de leur force, imposent leur volonté à d'autres aux dépens des lois internationales
et aussi au dépend quelquefois de leur propre peuple. Et c'est pour cela que le problème de vaincre sans avoir raison, de vaincre sans convaincre est toujours actuel. Voilà, je crois, en quelque sorte, pourquoi je considère que cette réunion clôture, heureusement, cette série d'événements que nous avons consacrés à Cheikh Hamidou Kane. L'œuvre de Cheikh Hamidou Kane ne laisse aucun intellectuel indifférent. Lorsque cette œuvre majeure de la littérature africaine est soumise à débat, à discussion, c'est toujours un plaisir d'y participer. Mais au-delà de ça, ma présence s'explique surtout par une volonté d'exprimer ici notre fierté par rapport à ce travail remarquable d'interview conduit par Mariama Samba Baldé. Mariama Samba Baldé, nous la considérons comme la fille aînée de notre génération, des 68 arts. Mon ami, collègue et jumeau Boubacar Bari qui est là, quand on a discuté hier, il a dit quelque chose de très intéressant, que Mariama est la fille des barricades de mai 68. Effectivement, son père, Samba Baldé, que Dieu l'accueille au paradis, était un de nos camarades, dirigeant éminent, emblématique du mouvement étudiant de 68, qui a marqué notre génération. En tant que président de l'Union des étudiants de Dakar, en 67-68, il était à la tête de cette fameuse grève qui a marqué un tournant non seulement de l'histoire politique du Sénégal, mais du continent africain. Et j'ai fait ma petite propagande auprès des 68 arts. Malheureusement, nos rangs commencent à s'éclaircir. Et j'ai demandé à un certain nombre de camarades de venir soutenir notre fille aînée pour cette œuvre remarquable qu'elle a accomplie. Ainsi, le professeur Boubacar Bari est là, Ousmane Ndiaye, qui était membre du comité exécutif de l'Union démocratique des étudiants sénégalais en 68, est là. Maître Ouagane Faye est parti, il était là tout à l'heure. Mamoudou Diop Decroix, je crois qu'il était là également. Et pour nous, nous sommes là. Non seulement nous sommes heureux et comblés par les présentations de haute facture qui ont été faites ici par ces éminents panélistes, mais également nous sommes fiers de ce travail qui a été fait. Mariama, au nom tes pères 68 arts, nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de toi. Ton papa qui nous a dirigés avec brio, il repose aujourd'hui en paix dans ce village de Saraboido, en Guinée, où tu as été d'ailleurs, et ça c'est quelque chose que je vais dévoiler parce qu'elle prépare aussi un film documentaire sur son père, et elle a eu l'occasion de solliciter beaucoup d'acteurs de mai 68.
pour cela. Donc nous sommes là pour ça, pour te soutenir, t'encourager, te féliciter pour ce travail. Merci. Et c'est à travers l'interview que tu as fait, le livre de Cheikh Hamidou Kane, que j'ai découvert que c'était un féministe. Cheikh Hamidou Kane, c'est un féministe. J'ai dit que la transmission est faite et bien faite, de la même façon que Samba Baldé est vraiment le père de la grande royale Mariama Samba Baldé. Votre père serait très fier de vous. Nous sommes très fiers de toi. Merci beaucoup.